l'espéranto possède les qualités indispensables à une langue universelle. C'est la plus facile de toutes les langues et elle est pourtant assez riche pour permettre de parler de tous les sujets. Examinons d'abord comment le vocabulaire répond à ces deux conditions. Zamenhof a choisi comme racine de base pour l'espéranto les mots communs aux plus grandes langues de son époque. Mais, faisant confiance aux utilisateurs futurs de son outil, il a aussi permis l'introduction de mots nouveaux. C'est ainsi que le développement de l'espéranto sur les 5 continents est le point de départ d'un enrichissement et d'une internationalisation plus prononcée encore de son vocabulaire. Une académie d'espéranto, fonctionnant comme notre académie française, contrôle l'évolution de la langue et évite en particulier l'introduction de mots inutiles. Il existe en effet une autre possibilité pour former de nouveaux mots, celle qui consiste à grouper des racines du vocabulaire de base. Par exemple, le mot samlandano, formé de 3 parties, sam, même, land, pays, ano, membre, signifie littéralement membre d'un même pays, c'est-à-dire compatriote. Un véritable trait de génie de l'espéranto se trouve aussi dans son système d'affixes. En fait, toutes les langues utilisent ce système, mais d'une manière irrégulière et incomplète. Ainsi, en français, pour désigner une profession, nous avons les affixes ier, épicier, policier, heure, instituteur, chanteur, iste, dentiste, économiste, etc. Si bien qu'un étranger qui a bien suivi la leçon vous expliquera qu'un chantier est un homme qui chante, un légumier, celui qui vend des légumes, et un dentier, un employé dans le commerce des dents. En espéranto, un seul affixe désigne la profession. Isto, contrôleur, controllisto, dentiste, dentisto, policier, policisto. Ainsi, un cheval se dit chevallo. Comment dit-on la femelle d'un cheval en français? C'est une jument. Tiens, voici un deuxième mot de vocabulaire à apprendre. En espéranto, par contre, grâce au suffixe ino, qui veut dire féminin de, nous dirons chevalino, chevalino, la jument. En français, un jeune de cheval se dit un poulain. Voici donc un troisième mot à apprendre pour la même idée de cheval. Grâce au suffixe ido, qui signifie fils de, nous dirons en espéranto chevalido, chevalido, le poulain. Quant à la femelle du poulain, un nom francophone pourrait la qualifier de poulaine. Hélas, 3 fois hélas, en français, une poulaine est bien autre chose. Il faut dire une pouliche, et apprendre donc un 4e mot de vocabulaire. En espéranto, grâce aux 2 suffixes ino et ido que nous venons de voir, nous forgerons le mot chevalidino, chevalidino, toujours avec la même racine, cheval. Et l'on pourrait ainsi continuer à l'infini. C'est ce système très simple qui confère à l'espéranto sa souplesse, sa précision et sa richesse, ainsi que sa vigueur. Malheureusement, beaucoup disent que l'espéranto est une utopie et qu'il est inutile de l'apprendre puisque de toute façon tout le monde parle anglais. Examinons donc maintenant les prétextes pour ne pas apprendre l'espéranto. D'abord, ceux qui considèrent que l'espéranto est une utopie, ou même a échoué, sont contredits par Antoine Meillet, le principal linguiste français du début du XXe siècle, qui conclut « Toute discussion théorique est vaine, l'espéranto a fonctionné. » Tellement bien qu'il y a à présent des millions d'espérantistes répartis dans presque tous les pays du monde, et qu'on compte même parmi eux quelques milliers d'espérantistes de naissance, c'est-à-dire nés de parents espérantistes qui les ont initiés. Ensuite, l'anglais est une langue nationale. Elle ne peut donc pas avoir un rôle neutre de langue internationale. Bien sûr, l'anglais est une fort belle langue littéraire. Elle est la langue d'une culture riche, brillante, qu'il n'est pas question de critiquer ici. Mais si vous interrogez l'homme de la rue sur la communication linguistique dans le monde, il vous répondra certainement qu'il n'y a pas de problème. Avec l'anglais, on se comprend partout. Notez que souvent, lui-même ne parle pas anglais ou le maîtrise très mal, mais il répète ce que tout le monde dit. En général, moins on connaît l'anglais et plus on y croit. L'espéranto n'est pas une langue comme les autres. Il a été spécialement conçu pour être une langue de communication entre des personnes de langues maternelles différentes. Un tel outil se devait d'être précis, facile à apprendre, à écrire et surtout à parler.
L'anglais ne possède pas ces avantages, car, et vous allez peut-être apprendre un secret politiquement très incorrect, l'anglais n'est pas une langue facile. L'anglais possède des qualités comme toutes les langues, mais il n'a pas les qualités requises pour une langue internationale. Je ne vous parlerai pas de ces innombrables exceptions, verbes forts et expressions idiomatiques, mais pensez seulement à la difficulté de sa prononciation, ne serait-ce qu'à cause du problème de son accent tonique. Auteur du traité magistral The Accents of English et spécialiste reconnu de la phonétique anglaise, John Wells de l'Université de Londres décrit ainsi le problème de l'accent tonique dans les mots anglais. Un ensemble de règles extrêmement compliquées qui, avec 5 règles principales, 40 classes d'exception et 120 classes d'exception aux exceptions, vous permet de déterminer avec justesse la position de l'accent pour 90% des mots. Et quand on pense que la place de l'accent tonique est fondamentale pour la compréhension d'un discours en anglais. Certaines nuances sont extrêmement délicates à saisir en anglais. Essayez par exemple de prononcer correctement cette phrase. Attention, tous les TH sont différents. This is the thick thorny thicket where the thieves threw the things that they had gathered. En espéranto, tio ci estas la densa dorna arbustaro, kie la ŝtelistoj ĵetis la aĵojn, kiujn ili kolektis. Comparez les prononciations des mots suivants. Même les Anglais ont du mal à s'y retrouver, puisque les 2 premiers ont même 2 prononciations. Ce n'est pas une invention, c'est le Longman Dictionary of Contemporary English qui l'affirme. En espéranto, chaque lettre se prononce d'une et une seule manière, et surtout, l'accent tonique tombe toujours sur l'avant-dernière syllabe. Une seule règle, valable pour 100% des mots, et pas d'exception. On commence à comprendre pourquoi il faut en général environ 1000 heures pour apprendre péniblement l'anglais et seulement 100 pour apprendre l'espéranto. Il existe ainsi une quarantaine d'affixes à signification unique dont l'emploi apporte une précision et une logique qui n'existent dans aucune langue nationale. L'anglais, langue qui sert beaucoup dans les relations internationales, n'est pas toujours tellement précis, comme le prouve une expression telle que German Prisoner of War Camp, qui peut se traduire de 2 manières fort différentes. Camp allemand de prisonniers de guerre, sous-entendu alliés, ou camp, sous-entendu allié, de prisonniers de guerre allemands. On considère qu'en espéranto, grâce au système des affixes, il y a 10 fois moins de mots à apprendre par cœur que dans les autres langues. La grammaire est également très simple, grâce à l'absence d'exception. Elle ne comprend que 16 règles, courtes, mais riches en possibilités. Ainsi, 12 terminaisons verbales suffisent à exprimer toutes les nuances du présent, du passé et du futur. Quelle différence avec la langue russe qui en a 157, l'allemand 364, l'anglais 652 et le français qui bat le record avec 2265, sauf erreur ou omission bien sûr. Quelques règles expliquent un ingénieux système de terminaison grammaticale. Tous les noms se terminent par O. Varmo signifie chaleur. Tous les adjectifs par A. Varma, chaud. Les adverbes par E. Varme, chaudement. Et les verbes par I. Varmi, chauffer. Pourquoi devrait-on tous apprendre l'espéranto? Le premier but est de s'amuser. L'espéranto est facile et amusant à apprendre. C'est même un vrai jeu. Après, vous pourrez rencontrer et connaître toutes sortes de personnes, voyager dans divers pays à travers le monde entier, vraiment profiter de fêtes internationales, écouter de la musique et danser des danses de nombreuses cultures. Toute la planète pourra devenir votre terrain de jeu. La seconde raison est de vous faire des amis espérantophones, qui vous salueront et vous souhaiteront la bienvenue, où que ce soit dans le monde. Quelquefois, ils vous inviteront même à manger et à rester chez eux, dans des pays lointains. Comme le disent souvent les espérantistes, si vous voulez gagner de l'argent, apprenez l'anglais. Si vous voulez avoir des amis, apprenez l'espéranto. La troisième raison d'apprendre l'espéranto, c'est que, vu sa logique, sa clarté et sa facilité d'apprentissage, c'est une bonne manière de préparer l'étude d'une autre langue étrangère.
Au contraire, l'étude de langues plus difficiles, telles que le latin et l'anglais, amène souvent les élèves à se croire nuls en langue. Ceux qui étudient l'espéranto d'abord sont convaincus qu'ils ont la capacité d'étudier d'autres langues, sont bien mieux préparés et plus motivés. Des études faites par l'université de Paderborn ont même prouvé que les élèves qui ont suivi d'abord un cours d'espéranto obtiennent de meilleurs résultats en histoire, géographie et même mathématiques. Une autre raison d'apprendre l'espéranto, c'est que c'est une fenêtre sur le monde. Quand on connaît un peu l'espéranto, on peut s'informer sur d'autres pays, d'autres cultures, d'un point de vue neutre sur ce qui se passe dans le monde. On ne sera plus aussi lié par la langue à une petite partie de la Terre et au point de vue de cette communauté linguistique et culturelle. On fait connaissance avec toute la communauté humaine. Mais pour moi, le but le plus important est d'ordre moral. D'un côté, l'espérantiste est en relation avec d'autres personnes à travers le monde entier sur une base d'égalité et de justice, puisqu'il utilise une langue neutre planétaire au lieu d'une langue nationale. Comme espérantiste, vous n'exigez pas que les autres utilisent votre langue, et ils n'exigeront pas que vous utilisiez la leur. Par conséquent, il existe un sentiment d'égalité et de justice entre vous et les autres. D'un autre côté, en tant qu'espérantiste, on fait partie d'un mouvement historique très important qui fait avancer la solidarité entre tous les hommes. L'espéranto n'est pas seulement une langue. Nous, espérantistes, constituons une toute nouvelle sorte de communauté universelle, basée sur un nouvel ordre linguistique mondial. En même temps, nous aidons à conserver de nombreuses langues nationales et régionales, comme, en Belgique, les dialectes wallons et flamands, et conservons ainsi la diversité linguistique. Il y a sans doute d'autres raisons d'apprendre l'espéranto que je n'ai pas mentionnées. Les situations et les motivations des hommes sont très diverses. J'espère cependant que les idées que j'ai présentées ici vous aideront à persuader d'autres personnes qu'elles devraient apprendre l'espéranto et adhérer à notre communauté mondiale.